Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, en ce dimanche, donc pour notre messe dominicale. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un juriste. Donc, comme il y a beaucoup de dossiers et entrées au droit, avec lui, nous allons essayer vraiment d'en savoir un peu plus. Il s'agit du conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi, maître Michel Eboma Ablavi. Très heureuse de vous recevoir, maître. Merci bien, madame. Alors, comment se porte l'UDPS aujourd'hui? Donc l'UDPS se porte à merveille. Vous savez que dans l'UDPS, c'est le parti du peuple. Nous disons toujours chez nous le peuple d'abord. Et nous avons l'habitude de dire que l'UDPS et le peuple sont des jumeaux univitellins, homozygotes. Donc nous sommes dans le peuple et le peuple est dans nous. Mais j'ai reçu quelqu'un la semaine passée, en tout cas je peux le citer, hein, Célestin Ngoma, qui a fustigé cette phrase « le peuple d'abord ». Il a dit, je crois, si je me souviens bien, que vous utilisez ce peuple, en tout cas, de mauvaise manière. Si je peux me résumer ainsi, si je ne me trompe pas, c'est pas bon de prendre ce peuple en otage et tout ça. Et pourtant, en vérité, vous ne travaillez pas pour l'intérêt du peuple d'abord. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais à l'UDPS, vous voyez, l'UDPS, madame, c'est le seul parti politique capable de mobiliser la population sans argent. Nous ne sommes pas comme ceux qui sont aux affaires. Les meetings sont monnayés, dans les manifestations aussi. Nous, c'est la volonté. Qui peut dire que l'UDPS est en dehors du peuple? Ça fait 34 ans de lutte, madame. Nous sommes toujours avec ce peuple. Et nous comptons rester toujours avec le peuple. Voilà pourquoi le projet de société de l'UDPS, voté au congrès de 2010, a pour thème « Le peuple d'abord ». C'est comme ça, ça restera comme ça, madame. Quelle est l'idéologie de l'UDPS avant d'entrer dans le vif du sujet, dans la rétrospective proprement dite? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où se situent nos partis, hein, parce que comparaison n'étant pas raison, mais comme je l'ai dit toujours, nous ne vivons pas dans un monde clos. On sait qu'en France, il y a la gauche et la droite, aux États-Unis, il y a les démocrates et les républicains. Où se situe l'UDPS aujourd'hui? Gauche, droite, libérale, on ne sait pas trop, hein, avec nos partis politiques, parce que c'est d'abord la personne qui a créé ce parti qui compte et non l'idéologie du parti. Est-ce que l'UDPS subsistera après, permettez l'expression, c'est vrai qu'on ne souhaite pas, après la disparition d'Étienne Tshisekedi? Madame, donc l'UDPS est un parti de gauche et nous faisons partie de la grande famille des socialistes. Comme le PPRD? Ça c'est connu. Comme Je ne sais pas ils sont dans quel groupe, mais en tout cas, lorsque les socialistes se réunissent dans le monde entier, on n'a jamais vu le parti auquel vous faites allusion assister à ces réunions-là. Est-ce que ce ne sera pas bien aussi, vraiment, maître, vous êtes juriste, qu'on essaye de mettre ensemble, en tout cas, les partis pour former des blocs, gauche, droite, démocrate, républicain? Est-ce qu'on ne peut pas le faire en RDC? Parce que là, vraiment, la population se perd. Vous ne pouvez pas faire ces rassemblements-là des partis politiques? Non, madame. Vous savez qu'ici, pour que l'idéologie puisse primer, il faut d'abord que l'état de droit s'installe. Les philosophes disent « primum vivere deinde philosophare ». Dans l'état actuel, beaucoup de partis politiques se créent tout simplement pour aller, n'est-ce pas, goûter au pouvoir. Mais c'est sans idéologie. Voilà pourquoi vous verrez des partis politiques, tantôt ils sont dans l'opposition, après 6 mois au pouvoir, après une année ils rentrent dans l'opposition. L'UDPS, créé par les 13 parlementaires, nous avons gardé notre ligne de conduite. Nous sommes des socialistes et nous luttons pour l'instauration d'un état de droit et de la démocratie. Voilà la lutte de l'UDPS. Vous êtes des éternels opposants, c'est ça, hein? Donc le jour où vous aurez le pouvoir, vous allez changer d'idéologie ou ça sera comment? L'UDPS ne changera pas son idéologie et l'UDPS n'accédera pas au pouvoir pour le pouvoir. L'UDPS, le pouvoir, c'est pour
n'est-ce pas, apporter un changement réel, solide, efficace pour l'intérêt de tous. Cela ne freine pas les ambitions des uns des autres parce que les autres qui ont été élus députés ont gardé leur poste à l'Assemblée nationale malgré le mot d'ordre du président Étienne Tshisekedi. Nos ambitions sont nobles, donc madame. C'est l'instauration d'un état de droit et de la démocratie. Ceux qui sont pressés, qui veulent goûter aux avantages du pouvoir, ils sont libres de suivre, de prendre leur chemin. Mais le parti reste avec ses membres, avec sa base, nous continuons la lutte. Si vous faites allusion à ceux qui ont été élus sur la liste du parti en 2011, eh bien, il y a des actes du parti, n'est-ce pas, donc lesquels actes ont éloigné les 35 personnes élues. C'était pas verbal, c'était écrit. Est-ce qu'il y a des documents qui justifient le départ de ces gens? Parce qu'on a ouï dire que c'était simplement verbal. Madame, je suis conseiller de M. Étienne Tshisekedi depuis octobre 2010. On en parlera. Nous allons en parler quand nous allons entrer dans le dossier Samy Badibanga. On en parlera et on vérifiera en tout cas ces écrits-là. Nous prenons, mesdames et messieurs, le tout premier condensé lié au deuxième dialogue. Comme vous le savez, si c'est tenu cette semaine l'ouverture du deuxième dialogue tant attendu et tant souhaité par le rassemblement, et bien ce dialogue a été ouvert par la SENCO et nous allons parler ensuite, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, notre rédaction a réfléchi à haute voix sur les convergences entre l'AMP et le Rassemblement. Nous avons encore réfléchi sur l'issue de ce dialogue. Et enfin, nous avons donné la parole à notre peuple, en tout cas à ceux qui suivent Congo Web Télévision. Plus de détails dans ce premier condensé. Tôt le matin de ce jeudi, le centre interdiocésain était pris d'assaut par les journalistes. Peu avant 14h30, les délégués désignés par les composantes commencent à arriver. Certains ignorant tout de la salle prévue pour la circonstance. Des petits ratés qui vont laisser la place à la polémique. D'abord sur l'appellation de la rencontre. Une certaine presse parle même d'un deuxième round du dialogue. Deuxième round du dialogue. Vous aimez beaucoup les gros mots. Hein? L'essentiel est que les gens se parlent. L'essentiel est ailleurs, s'agissant même du sort de l'actuel Premier ministre. Samy Badibanga qu'on retrouvera dans la salle aux côtés du président de l'Assemblée nationale et du directeur du cabinet du chef de l'État. Le corps au matin, le président de la SENCO va par une prière ouvrir les travaux avec un objectif précis. Le précieux temps de travailler ensemble dans un format réduit et composé de 30 personnes. Ce travail portera essentiellement sur l'examen des points de divergence afin d'obtenir des solutions quant à ceux par un large consensus. Ensuite, l'évêque Outumbi, président de la SENCO, va placer les uns et les autres devant leurs responsabilités en donnant les orientations sur le déroulement de ces assises. Nous serons tous appelés au cours de ces assises à nous dépasser et à donner le meilleur de nous-mêmes pour offrir à notre cher et beau pays une paix durable, une occasion de consolider la démocratie chèrement acquise et lui éviter un enlisement aux conséquences néfastes. Les évêques appellent au sens de coopération et de collaboration sincère pour la réussite de ces assises. Ce forum politique a plusieurs appellations au sein de l'opinion. Table ronde, consultation, négociation ou deuxième dialogue. Ce qui est sûr, c'est qu'enfin les signataires de l'accord du 18 octobre et le rassemblement se retrouvent autour d'une table. Ces négociations sont voulues de la dernière chance. La dernière chance puisqu'il faut sauver le pays des atrocités annoncées du 19 décembre, date qui arrive d'ici 10 jours. Ces pourparlers directs permettront aux deux camps politiques d'aplanir leurs divergences déjà connues juste pour concilier l'accord du 18 octobre 2016 et les mémos du rassemblement remis à la SENCO. Au total, 6 divergences identifiées par la SENCO seront à l'ordre du jour. Les deux camps politiques vont chercher à se mettre d'accord sur la compréhension qu'il faut donner au concept respect de la Constitution et ses implications en rapport avec la crise actuelle.
Quant au processus électoral, il va s'agir de se mettre d'accord sur la séquence des élections, le calendrier et les financements des élections, ainsi que l'indépendance de la CENI et du CESAC. Autre divergence à aplanir, le fonctionnement des institutions pendant la période de transition, les mesures de décrispation politique, le mécanisme de suivi de l'accord politique et la forme du compromis politique à trouver. Certains observateurs avisés souhaitent voir les négociateurs des deux camps politiques prendre conscience du fait que ce forum du centre interdiocésain est celui de la dernière chance. Si un consensus politique se dégage, il ferait éloigner automatiquement le spectre du chaos qui plane sur la RDC. D'aucuns auraient même souhaité voir le chef de l'État, Joseph Kabila, et le président du Rassemblement, Étienne Tshisekedi, s'entretenir en tête-à-tête à l'issue de la rencontre de leurs délégués. Ce qui n'est pas impossible au regard des positions pacifistes affichées par l'un comme par l'autre devant les prélats catholiques. C'est un dialogue voulu de la dernière chance. Alors que l'opinion souhaitait un raccourci tête-à-tête, Tshisekedi-Kabila, ce sont leurs délégués qui discutent. Quelle sera l'issue de ce dialogue? C'est la question posée dans les salons politiques. Et la réponse à cette question est difficile lorsqu'on sait que les ambitions politiques des deux camps sont légitimes. Les uns se battraient pour la conservation du pouvoir pendant que les autres rêvent l'alternance politique. Pour comprendre l'issue de ce dialogue bis, il faut analyser objectivement les déclarations politiques à l'ouverture des travaux. Du côté des pro-Kabila, l'on a entendu plusieurs termes. Nous sommes ici pour élargir l'accord du 18 octobre. Nous sommes ici pour enrichir les documents de la Cité de l'Union africaine. Les membres du Rassemblement nous ont rejoints. Nous devons maintenant les convaincre d'accepter les résolutions de la Cité de l'Union africaine. Par contre, du côté des pro-Tshisekedi, l'on entend « La crise n'est pas gouvernementale. La Constitution ne se négocie pas, elle s'applique. » Le 19 décembre, le mandat de Joseph Kabila se termine. Toutes ces déclarations orientent pratiquement les discussions et les ambitions des deux camps opposés. Ce sont les tactiques des négociations. Les pro-Kabila évitent de donner l'impression d'être gagnés par les pro-Tshisekedi. Ces derniers refusent à leur tour d'être engloutis par la machine de la majorité présidentielle. Du coup, tout le monde place la barre très haut. Comment descendre et concilier les vues? C'est là que la Senko entre en jeu. Cependant, Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi semblent occuper la même position par rapport à ces discussions. Les deux autorités morales attendent à la maison les conclusions de ce deuxième dialogue de leurs délégués. Ce qu'il faut craindre, c'est la versalité du leader Maximo dont il a fait montre pendant la Deuxième République. La crainte aussi, c'est de voir les deux autorités morales ne pas reconnaître les conclusions auxquelles leurs délégués seraient parvenus. Les observateurs avisés appellent à un tête-à-tête Kabila-Tshisekedi à l'issue de ces travaux en vue d'entériner les résolutions. Voilà qui donnera l'assurance de l'entente parfaite de toute la classe politique et permettra aux Congolais de préparer les festivités de fin d'année dans la quiétude. Ces Quinois disent avoir constaté que la crise politique au pays est restée grave malgré la tenue du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Maintenant que les deux camps politiques opposés vont se retrouver, ils disent savoir désormais distinguer les vrais des faux politiciens. Je crois que ça serait un bon dialogue parce que nous connaissons qui est qui fera quoi. Vous voyez, nous avons maintenant les différentes classes politiques bien clarifiées, qui est de l'opposition et qui est de la majorité pour passer maintenant à un véritable dialogue que le peuple attendait. Alors que les prophètes de malheur ont annoncé l'apocalypse le 19 décembre sur la RDC, ces Quinois disent avoir de l'espoir. Et si vous regardez toute la classe politique et les Nations Unies, on fait confiance à la Senko. C'est-à-dire, nous nous attendons à quelque chose de positif qui peut quand même donner la paix. J'ai l'estime conviction de la réussite de ces deuxièmes dialogues parce que j'ai vu l'autorité suprême du Rassemblement quitter sa maison pour aller rencontrer la Senko. Ça démontre déjà l'espoir, ça démontre déjà la volonté. La seule demande est que les négociateurs privilégient l'intérêt supérieur de la nation. Nous demandons à tous ces acteurs politiques, vraiment c'est le moment, et maintenant ou jamais. Nous leur demandons que chacun d'eux puisse peut-être
se sacrifier, qu'ils mettent un peu ces complexes de surestimation, faire croire aux gens que non, parce que moi j'ai occupé tel poste, j'ai telle force, il faut que peut-être j'impose tel ou tel problème ou bien telle situation ou opinion à des gens qui sont un peu moins forts que moi. C'est là que nous leur demandons, qu'ils soient du côté de la majorité ou bien de l'opposition, que chacun d'eux mettre un peu ce sursaut d'orgueil, qu'ils mettent un peu ça de côté. Il faudrait que chaque camp ait son apaisement, que chacun se prive de cet extrémisme. Les yeux de tout le monde restent rivés sur les centres interdiocésains, d'où l'on attend une fumée blanche. Merci à toi, Ambroise Mamba. Michel Eboma, vous avez suivi en tout cas ce premier condensé centré sur le deuxième dialogue. La toute première question, j'aimerais bien savoir, j'ai un juriste avec moi, ce concept d'autorité morale, ça veut dire quoi? Parce qu'on parle de l'autorité morale, ça veut dire quoi juridiquement? Est-ce qu'ils ont un poids? Qu'est-ce que ça veut dire, autorité morale? Madame, vous faites bien de poser cette question. Dans le droit positif congolais, cette histoire d'autorité morale n'a aucune incidence sur le déroulement des associations, des partis politiques et autres. En réalité, ça ne veut rien dire. La loi a organisé le fonctionnement des partis politiques. Dans les statuts de chaque parti, il doit être indiqué la personne qui engage le parti. Si une personne qui n'est pas membre d'un parti politique se présente comme autorité morale, eh bien, c'est une hérésie de droit. C'est de l'usurpation? Au fait, en droit, c'est insignifiant. Ça ne veut absolument rien dire. Autorité morale, je ne sais pas de quoi il s'agit. Nous prenons maintenant une autre question, Maître Eboma, le dialogue de la dernière chance. En tout cas, pour vous, comment appelleriez-vous ce dialogue? Deuxième dialogue, dialogue de la deuxième chance, comment vous appellerez ça? Nous appelons ça... C'est la poursuite simplement du premier dialogue? Nous appelons ça comme la SENCO l'appelle, dialogue national inclusif. Dialogue national inclusif, le DNI. C'est la dénomination de la SENCO. J'ai le document ici, dialogue national inclusif, mission des bons offices de la SENCO. Voilà. Donc cette fois-ci, comme vous êtes là, ce dialogue est inclusif. Comme le rassemblement est là, ce dialogue est inclusif. Mais naturellement, parce que tous cherchaient l'inclusivité pour un dialogue avec le rassemblement. Maintenant que nous sommes là, eh bien, le dialogue national est inclusif. Inclusif, mais vous suivez quand même la voie de la majorité présidentielle. Vous êtes là simplement pour, en tout cas, entériner ce qui a été dit lors du premier dialogue, le dialogue de la cité de l'Union africaine. Qu'est-ce que le rassemblement va ajouter de plus dans ce dialogue? Mais je crois que, madame, je ne pense pas que nos frères de donc la majorité puissent un seul instant penser comme ça. Nous sommes là pour dialoguer de manière franche. Vous allez faire le tableau rasa de toutes les recommandations du premier dialogue? Ils ont leur accord de la cité de l'OUA et nous aussi, nous avons les conclusions du conclave du rassemblement. Donc, on va fusionner les deux. Nous allons discuter autour des points sur lesquels les idées sont partagées. Voilà. Y aura-t-il convergence vraiment cette fois-ci? Ce sera des convergences parallèles. Attendons voir, mais je crois que j'ai accompagné les délégués, en tout cas de mon parti, comme expert. Je crois que l'ambiance était déjà bonne. J'espère que... Il n'y a pas de tension, parce qu'on a envie de dire qu'il y a cette tension, les gens se regardent en chien de faïence. Non, bon, il faut dire qu'au début, il y avait une certaine crispation. Mais les prêtres ont fait tout pour décrisper l'atmosphère des uns et des autres. Je crois que nous sommes des frères. Nous allons nous retrouver et parler sincèrement, franchement, les yeux dans les yeux. La date du 19 décembre approche, c'est dans 10 jours, comme l'a dit mon confrère Mamba. Est-ce que l'UDPS ou le rassemblement n'est-il pas en train de faire pourrir la situation pour qu'on arrive à cette date sans aucun résultat? Pour que vous puissiez brandir ce fameux carton jaune? C'est pas votre... en fait, on en est où là? Au rouge ou au jaune? C'est le rouge qui doit advenir. Vous ne faites pas perdurer cette situation jusqu'au 19? Parce que la SENCO a dit au 15, on doit s'arrêter. Hein. Tout doit s'arrêter le 15. Mais l'UDPS, je vous dis, en tout cas, nous sommes de bonne foi. Nous sommes allés dans ce dialogue
de bonne foi. Vous savez que, madame, pendant que nos délégués siègent, nous avons nos combattants, les cadres de notre parti qui sont en détention. Il y en a, nous ne savons pas où sont-ils. Ça fait partie de préalable pour que vous continuez le dialogue. On doit faire sortir les prisonniers. Je vous cite le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, M. David Moukeba. Mais il est déjà sorti, non, il a été enlevé. On l'a relâché. Celui qui est sorti, c'est Freddy Pindi, qui est le président honoraire de la Ligue des jeunes. Okay. Voilà, madame. Donc, nous sommes là de bonne foi. Malgré que nous sommes meurtris dans notre âme, nous avons perdu beaucoup de combattants. Nos membres commis à la sécurité du parti ont été brûlés, incendiés. Le siège du parti était incendié. Nous sommes meurtris dans notre âme, mais de bonne foi. Pour l'intérêt de ce pays, nous sommes allés pour négocier avec les personnes qui sont, donc, ma foi, à la base de ce que nous avons connu le 19 Vous avez suivi Moubake qui a dit la constitution ne se discute pas, elle s'applique. C'est pas un peu mettre la barre aussi un peu haut, vraiment. Est-ce que l'UDPS ne peut pas adoucir un peu pour qu'on essaie de trouver une solution pour empêcher ce fameux chaos du 19 décembre? Madame, nous sommes de bonne foi. Mais c'est que l'ingénieur Doc Moubake a dit, mais il est resté dans le cadre de la constitution du 18 février 2006. Dans son article 220, la Constitution, nous sommes en présence d'une Constitution de type rigide qui dit le nombre et la durée du mandat du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Mais dans le premier dialogue, on avait déjà trouvé une sorte de voie de sortie, hein, que le président restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Les élections, c'est déjà vers 2018. Nous ne sommes pas liés au dialogue du 18, je crois, octobre 2016 à la cité de l'OUA. Vous savez, madame, ce dialogue est un acte in tutu personne. Nous ne sommes pas liés à ça. Voilà pourquoi nous venons pour négocier autour, n'est-ce pas, de la crise de légitimité qui guette notre pays d'ici au 19 décembre de cette année. Donc voilà, nous ne sommes pas liés à ça. Une question que la population aimerait bien savoir, maître Michel Eboma. Nous sommes au 40e dialogue aujourd'hui en RDC, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Mais je crois que le nombre de rencontres, de dialogues importe peu. L'essentiel est que nous puissions nous réunir pour trouver, n'est-ce pas, on va continuer avec cette tactique de dialogue à chaque fois qu'il y aura, pas de nous, madame. À chaque fois qu'il y aura crise. Cela ne dépend pas de nous. Si la majorité actuelle en place avait organisé des élections, avait respecté la Constitution, il n'y aurait pas eu ce dialogue. Vous avez accepté aussi le fameux calendrier proposé par madame, vous dites bien, à l'époque, tout serait déjà en marche. Nous sommes en juillet-août 2015. Nous, l'UDPS, nous avons positionné nos candidats pour la députation provinciale. Qu'est-ce qui a fait que la machine soit bloquée? Et vous savez que la CENI actuelle a des comptes à nous rendre. Cette CENI a perçu les frais de caution des candidats en termes de millions de dollars. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ça? C'est pas sérieux, ça. C'est lui des députés provinciaux depuis... Et puis, la machine, elle s'est arrêtée. Parce que dans le programme de la CENI, il était prévu exactement qu'en 2016, à la fin de l'année, qui est l'élection présidentielle. Madame, c'était fait à dessein pour nous entraîner dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes plus, je crois, comme l'a si bien dit Vital Kamere, au moment des accusations. Maintenant, vous devez trouver une solution. Est-ce que l'ultime dialogue, comme l'a si bien dit, je reprends toujours les propos de mes confrères, parce que c'est grâce à eux que se tienne Info 7, est-ce que l'ultime rencontre, ce sera Kabila Tshisekedi pour vraiment qu'on puisse avaliser en tout cas les recommandations qui ont sorti, parce qu'ils ne sont pas liés. Si Tshisekedi n'est pas là et Kabila n'est pas là, personne n'appose sa signature, et bien chacun peut se dire non, moi je ne suis pas lié à ce dialogue, moi je ne suis pas lié, moi je suis pas... Est-ce que les deux doivent impérativement se rencontrer? Je crois que madame, d'abord je vais donc lever un point. Le fait de dire que la majorité actuelle est responsable de la situation dans laquelle nous sommes n'est pas une accusation, mais ce sont des faits vrais. C'est un constat tout simplement. Ce sont des faits vrais. Le Parlement actuel l'a dit. Donc la reddition de comptes, la Cour des comptes a dit très bien que les frais destinés à l'organisation des élections ont été affectés à autre chose. Et c'est pas nous ça. Ma question, l'ultime rencontre, ça sera Tshisekedi Kabila? Si
à l'issue de ce dialogue, un compromis est trouvé. Je ne vois pas pourquoi le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, refuserait de rencontrer un Congolais. Ok, nous continuons, mesdames et messieurs, nous prenons la déclaration de la jeunesse du rassemblement. Je crois que c'est toujours lié à ce deuxième dialogue et la déclaration de la société civile de la République démocratique du Congo par rapport au respect de l'accord de la cité de l'Union africaine. Elle s'est vivement engagée à sortir du silence et de la léthargie. Il s'agit bel et bien de la jeunesse du rassemblement réunie dans la dynamique appelée « Jeunesse acquise à la paix ». Après avoir constaté ce qu'elle considère être des agissements provocateurs et incitations de la jeunesse congolaise à entraîner le pays dans les chaos, la jeunesse acquise à la paix refuse de constituer le marchepied des extrémistes de la majorité comme ceux de l'opposition. Elle dit NON à une énième coulée de sang de la jeunesse congolaise, ce avant d'inviter celle-ci à prendre après le corps son avenir. Cette jeunesse refuse de constituer les marchepieds des extrémistes de la majorité comme ceux de l'opposition. La jeunesse accuse à la paix du rassemblement, mieux par la volonté de ne pas voir notre avenir hypothéqué par ces extrémistes qui fourbissent leurs armées pour le 19 décembre, en cherchant à couler le sang de la jeunesse, quand leurs propres enfants sont tranquilles à l'étranger. Pour décrisper la situation politique, la jeunesse acquise à la paix a lancé l'opération Congo Boboto et Kinshasa Boboto égale Kimia. Elle revient sur le bien fondé de cette campagne. Nous lançons officiellement à ce jour l'opération Congo Boboto et Kinshasa Boboto égale Kimia, qui est une campagne de sensibilisation à la paix, à la cohésion nationale, à la concorde, à la non-violence, au respect des autorités et institutions du pays. Ces jeunes du rassemblement disent attendre impatiemment l'organisation des élections crédibles et apaisées en RDC. Ils mettent donc en garde les extrémistes de droite comme de gauche et promettent de s'en charger d'une manière exemplaire dès qu'ils constateront un dérapage quelconque de leur part. La société civile Force Vive, signataire de l'accord du 18 octobre dernier, s'est dit respectueuse de son engagement. Sa présidente nationale Magui Kiala recommande à la SENCO de consolider d'abord l'unité des signataires du dit accord politique dans la recherche d'un large consensus plutôt que de les diviser. À notre compréhension, la SENCO a fait la mission de bons offices lui confiée par le chef de l'État. Justement, c'était pour ramener les brebis dans la bergerie. En tant que berger, la SENCO ne pouvait faire que ce travail-là. Du reste, nous louons ce travail qui a été fait. La démarche empruntée par la SENCO, nous les encourageons, mais nous disons ceci. On ne peut pas aller chercher un brebis qui est perdu en dehors, tout en dispersant les 99 qui sont restés dans la bergerie. Voilà pourquoi nous disons à la SENCO de chercher d'abord à consolider les brebis qui sont dans les 99 qui sont dans la bergerie et ensuite d'aller chercher celui qui est perdu, qui est en dehors de la bergerie. Magui Kiala invite par ailleurs les autorités à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, surtout en cette période de fin d'année. Aux autorités, au gouvernement, quand bien même démissionnaire, mais c'est le gouvernement qui va venir, un de ces 4 matins, de pouvoir sécuriser les Congolais. Nous avons besoin de la paix, surtout en cette fin de l'année. Nous avons besoin de la paix et les Congolais ne demandent que la paix, non seulement la paix sur le plan sécuritaire, mais aussi la paix du ventre. Selon la présidente de la société civile Force Vive, la nation doit être au-dessus des intérêts de tous.
Maître Michel Ebomard, tout à l'heure vous avez évoqué la jeunesse, hein, et on se dit que non, l'UDPS utilise mal cette jeunesse. Cette jeunesse meurt, vous en avez parlé, il y a eu des morts à un moment donné. Alors pour vous, quelle doit être la place et le rôle de la jeunesse? Parce que la jeunesse aussi veut participer à ce dialogue, elle se plaint qu'il n'y a pas en tout cas un quota pour la jeunesse. Est-ce que cette jeunesse-là est là simplement pour les meetings, pour les marches et tout ça? Oui, madame, je tenais d'abord à préciser un fait. Dans votre élément qui vient de passer, j'ai vu avec vous un groupe des jeunes garçons parlant au nom de la jeunesse du rassemblement. Madame, je crois que votre chaîne ne devait pas servir à un groupe de personnes pour des impostures. Comment Willy Michi qui n'est plus du rassemblement? Willy Michi qui n'est plus du rassemblement. Au fait, il était venu en espionnage politique au rassemblement. Il avait une mission bien précise, celle de déstabiliser l'assemblement. Malheureusement pour lui et ceux qui l'ont envoyé, il a échoué. D'ailleurs, j'étais dans la salle au niveau de la Senco lorsqu'on a validé les mandats. M. Willy Michik et M. Emmanuel Ilunga ont été priés de sortir de la salle. Parce de l'ARP, Emmanuel Ilunga de l'ARP, c'est lui qui vient d'Europe. Je crois. Okay. Parce que la Senco a retenu 15 membres pour le compte de la majorité et ses alliés. Eh bien, Willy Michiki était prié de sortir. Et d'ailleurs, il a été, n'est-ce pas, déguerpi de la salle par le protocole. Ça, c'est la vérité. J'étais dans la salle. Donc, ce monsieur n'engage plus le rassemblement. Engager le rassemblement. Nous, madame, à l'UDPS. Mais vous aussi, vous chassez à tout bout de champ, hein, on n'a pas chassé. Rassemblement. Il est parti de lui-même. Il est venu en espionnage. Et son espionnage a échoué. Il est parti. Vous savez, madame, il faut combattre le vagabondage politique, la délinquance politique. Nous, à l'UDPS, nous n'aimons pas les caméléons politiques. Il faut être constant dans la vie, madame. C'est une fierté, c'est l'honneur, c'est ça un homme politique. Nous, à l'UDPS, nous sommes constants. Par rapport à cette jeunesse que vous utilisez, en tout cas, il paraîtrait pas très bien aussi, cette jeunesse. Quel est le rôle et la place de la jeunesse, surtout au sein de l'UDPS? Qu'est-ce que la jeunesse fait à l'UDPS? Être au coin de la rue, parler du matin au soir et tout ça. Est-ce que vous utilisez à bon escient cette jeunesse? À l'UDPS, nous avons des jeunes, nous avons des vieux, il y a tout le monde. La jeunesse, effectivement, est une force importante du parti. Cette jeunesse, pour qui le président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi, combat depuis longtemps. Madame, lorsque vous parlez de la jeunesse au Congo, nous pouvons avoir des larmes aux yeux. C'est une jeunesse abandonnée à elle-même. Vous savez, madame, au Congo, nous avons le taux de scolarisation l'un des plus bas dans le monde. Et vous savez que, madame, sur les 50 universités africaines, le rapport a été fait. Il n'y a aucune université en 2010, congolaise, on le sait. Université congolaise. Or, en 60, parmi les 3 universités, il y avait l'université de Lovagnon. Donc, madame, nous combattons pour cette jeunesse. Ce n'est pas l'UDPS qui va utiliser cette jeunesse, donc de manière dolosive. Vous savez que, madame, lorsque les partis de la majorité organisent... Il n'y a pas lavage de cerveau, il n'y a pas bourrage de crâne. Est-ce que vous savez, ce ne sont pas des... Ne vous y trompez pas. Je me permets cette expression, ce ne sont pas des drogués au sein de l'UDPS. Parce qu'il y en a qui ont dit que ces jeunes sont des drogués, ce sont des jeunes qu'on utilise pour faire de la casse, aller faire n'importe quoi dans la rue. Hein. Ce ne sont pas des enfants qui sont dans la rue, mais ce sont des enfants des autres. Ce sont des jeunes responsables. Et moi-même qui vous parle, je suis jeune. Vous vous descendez dans la rue quand il y a marche? Bien sûr, madame. Le 19, j'étais dans la rue, moi. J'étais là. Eh bien, madame, ceux qui traitent le peuple congolais des drogués, je crois que ça, c'est très grave. J'ai suivi, effectivement, certains cadres de la majorité mécanique qui ont traité les combattants, les Congolais des drogués. Madame, si vous voulez que nous puissions faire l'inventaire des drogués au Congo, je crois que le résultat sera catastrophique. Est-ce que la Senco est-elle vraiment l'église au milieu du village? Pour vous, la Senco fait-elle très bien son travail? Il n'y a pas un penchant? Jusque-là, vous sentez l'équilibre? La Senco, contrairement à certaines organisations religieuses, se montre quand même au centre. Il faut être honnête pour reconnaître ça. La Senco se montre quand même donc au centre, entre la majorité en place et
le rassemblement. Vous avez tenu votre point de presse, le rassemblement, hein, on y revient. Vous avez en tout cas donné quelques recommandations, comme par exemple le fait que ce dialogue soit médiatisé. Pourquoi vous tenez tant à la médiatisation de ce dialogue? Pourtant, au premier dialogue, on a dit qu'il n'y a pas de médiatisation pour éviter de chauffer un peu cette population qui est déjà à cran. Hein, Madame, mais pourquoi vous parlez d'un premier dialogue? Il s'agit du dialogue national. Le premier, nous on ne le connaît pas. Mais, madame, il n'y a rien à cacher. Nous parlons du pays. Il n'y a rien à cacher. Ceux qui ont des choses à cacher, je ne sais pas s'ils sont chez nous, mais en tout cas, je n'en vois pas. Il n'y a rien à cacher. Parce que là, nous parlons de la loi fondamentale, la Constitution, qui est un acte officiel et public. Et les autres lois. Il n'y a rien à cacher. Pourquoi devrions-nous nous cacher pour parler de l'intérêt supérieur du pays? Vous savez, madame, les séances au Parlement sont publiques. Les audiences devant les cours et tribunaux sont publiques. Eh bien, pourquoi, lorsque nous nous retrouvons pour parler du Congo, nous devons le faire en clandestinité, en catimini? Pourquoi? Pour nous, nous pensons qu'il faut que les choses soient publiques, afin que le peuple, madame, en réalité, notre chef à tous, c'est le peuple congolais. Eh bien, nous sommes ouverts. Pour nous, il n'y a rien à cacher, madame. Mais si ce peuple-là veut, par exemple, on abordera ce problème, veut ou exige un référendum pour modifier quelques articles de la Constitution, vous donnerez la parole à ce peuple? Madame, la modification de la Constitution est prévue. Exactement. Pour certains articles, sauf en ce qui concerne les articles verrouillés. Je venais de vous dire que la Constitution qui est la nôtre est une Constitution de type rigide, qui a verrouillé certains articles, notamment le nombre et la durée du mandat du président de la République. Donc le référendum n'est pas un fait du hasard, c'est prévu. Et pour des matières bien précises. Autrement, nous serions en dehors de la Constitution et nous tomberons en rébellion avec l'acte fondamental de notre pays. Si ça arrivait, nous faisons de la politique fiction, Maître Ebouma, si ça arrivait que ce dialogue n'aboutissent pas, qu'est-ce qui va se passer le 19 décembre ou après le 19? En fait, quel est le socle de ce dialogue? Ce n'est pas la gestion de l'après-19 décembre? Vous savez, madame, nous à l'UDPS, nous voulons que ce dialogue puisse aboutir à un compromis. Vous savez, madame, quel sera ce compromis, vous savez, madame, les Saintes Écritures, Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour arriver, il y a un temps pour partir. Il y a un temps pour commencer, il y a un temps pour finir. Eh bien, ceux qui sont arrivés au pouvoir doivent intérioriser le fait que la Bible leur dit qu'il y a aussi un temps pour partir. Si nous intériorisons ça, je vous dis, madame, conserver le pouvoir, je vous dis, madame, c'est un fait politique dialogue, aussi. Ils sont là, c'est pas parce que vous devez partir. On conserve le pouvoir par des moyens démocratiques. Autrement dit, nous tomberons dans une dictature et dans une monarchie absolue. Répondez à ma question. Si cela n'aboutissait pas, qu'est-ce qui va se passer le 19? Parce qu'aujourd'hui, il y a presque un stress. On a l'impression que tout est bloqué. Les gens achètent à tout vent parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que vous ne prenez pas ce peuple en otage? Vous, les politiques, rassemblement, majorité, mise ensemble. Ne prenez pas en otage aussi. Le peuple congolais est assez mûr. Personne ne peut le prendre en otage. Madame, le peuple congolais aspire à un changement, aspire à l'alternance politique, aspire à la démocratie. Personne ne peut lui dire le contraire et le suivre. Le peuple congolais est assez mûr. Eh bien, ce que je ne souhaite pas, si ce dialogue n'aboutissait pas, eh bien, qui vivra verra. Mais vous, comme vous le savez, les chancelleries occidentales sont en train de demander à leurs ressortissants de partir. Est-ce que cela ne crée pas encore une énième psychose dans ce peuple? Pourquoi ces chancelleries demandent ça? Est-ce que eux qui ont peut-être une avance sur nous parce que nous avons suivi l'affaire des écoutes, peut-être qu'ils nous écoutent plus que nous-mêmes, est-ce qu'ils savent quelque chose de plus que nous? Sûrement. Sûrement. Et nous aussi, au parti, nous en savons quelque chose. Mais ce n'est pas sur ce plateau que je peux divulguer ce genre de choses, au risque de faire couper le signal de votre chair.
Voilà. Nous continuons, Maître Eboma, merci en tout cas de cette compréhension parce que c'est notre outil de travail, nous avons besoin de Congo Web Télévision pour faire passer l'information. Alors nous restons un peu dans ce dossier du deuxième dialogue, les compromis. Vous avez dit que en tout cas ce dialogue doit aboutir à un compromis, mais quel compromis? C'est là aussi le nœud du problème. Est-ce qu'on vous accuse d'ailleurs, il y en a même qui disent que Tshisekedi a trahi parce qu'il est en train d'offrir à M. Kabila un passage en douce après le 19 décembre. Est-ce que vous partagez cette opinion aussi? Est-ce que Tshisekedi devait être en dehors de tout ça, de ce deuxième dialogue? Ceux qui disent ça du président Étienne Tshisekedi ne le connaissent pas. Ce n'est pas à ces âges-là qu'on peut changer une lutte de plus de 34 ans. Donc, madame, nous sommes pour l'instauration d'un état de droit, de la démocratie. Quel est ce compromis? Nous voulons bien savoir. Quel est le compromis qui sortira de ce dialogue national inclusif? Il ne sera pas aisé que je puisse dévoiler, n'est-ce pas, les positions du parti ici, mais ce qui est sûr est que la Constitution sera respectée. Et ce que l'UDPS fait, madame... Mais par rapport au 19 décembre, ça ne sera pas respecté. Parce que le chef de l'État restera en fonction jusqu'à l'installation de nouveaux présidents. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? La Constitution est claire. Le nombre et la durée du mandat, c'est clair, c'est 5 ans. En droit, madame, lorsque vous entamez 2 jours de plus par rapport à un mandat qui arrive à terme, eh bien, vous êtes déjà dans un second mandat ou un troisième. Le nombre du mandat est strict. Eh bien, au 19 décembre, au terme de la Constitution, M. Joseph Kabila n'est plus président de la République démocratique du Congo. Il perd sa légitimité, mais peut-être pas sa légalité, parce que vous allez trouver, je crois, un consensus par rapport à ça. Vous êtes juriste. C'est ça, cette notion de légitimité et de légalité, ça pose aussi problème. Non, je crois qu'au 19 décembre, la légitimité, la légalité tomberont dans le chef. Les deux en même temps? Absolument. Déjà que nous, l'UDPS, nous n'avons jamais cru aux élections telles que proclamées par la CENI de l'époque. On l'a dit ouvertement, c'est connu, on n'a jamais cru à ça. Nous poursuivons, nous prenons vraiment un autre angle, mesdames et messieurs. Nous tournons à 90 degrés. Nous allons à l'Assemblée nationale où le speaker de cette chambre a reçu M. Perello. Il est encore dans nos murs, M. Perello. Et bien la réaction politique par rapport au renoncement de la nationalité belge par le Premier ministre nommé Samy Badibanga. L'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo continue à préoccuper le pays de l'oncle Sam. Pour preuve, à quelques heures de la rencontre Senko, président de la République, l'envoyé spécial de Barack Obama est déjà dans les installations de l'Assemblée nationale. Tom Perriello est venu échanger avec Obama Minaku au sujet de la nouvelle mission de la Senko. Ces dernières étaient récemment à la présidence de la République en vue de rendre compte de son tête-à-tête avec Etienne Tshisekedi. L'envoyé spécial de Barack Obama salue, quant à lui, les efforts fournis jusque-là. Nous étions heureux hier soir de voir le communiqué de la majorité qui a déclaré qu'il s'était encore très engagé de poursuivre, de continuer à soutenir le processus de la Senko qui permettrait de trouver un consensus à la situation actuelle dans le pays. Et nous continuons à encourager le rassemblement ainsi que la majorité de continuer à coopérer parce que nous osons croire que les enjeux sont énormes et nous pensons qu'il est toujours possible de parvenir à un consensus. Des échanges, Obama Minaku en a eu également avec une délégation du CICR. Elle était venue informer le président de l'Assemblée nationale de son nouveau programme axé sur le type de secours en milieu urbain. Le CICR travaille en étroite coopération avec la Croix-Rouge congolaise, notamment lors de violences politiques dans les milieux urbains, et nous avons mis en place un programme et un plan avec la Croix-Rouge qui a été activé déjà à plusieurs reprises ces derniers temps de réponse aux violences. Donc c'est-à-dire que c'est un programme qui est basé sur des premiers secours et qui est basé sur l'acheminement des blessés
aux hôpitaux. Et je tiens ici à souligner le travail remarquable de la Croix-Rouge congolaise à cet effet. La délégation conduite par Christine Sipola et Aubin Minakou a aussi fait un tour d'horizon de la situation humanitaire dans certains coins de la République, notamment dans l'est du pays. Nous voulons un état de droit. Pour maître Michel Eboma, Sami Badibanga n'est plus Premier ministre. Le conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi s'explique. Nous devons dire la vérité, même si ça peut blesser. L'ordonnance portant nomination de Sami Badibanga a été rendue une certaine date. Eh bien, il y a eu des soupçons sur sa nationalité étrangère, en violation de l'article 10 de la Constitution que je venais de citer. Il y a 2 jours, nous avons eu connaissance d'un arrêté ministériel du ministre de la Justice portant recouvrement de la nationalité congolaise de M. Sami Badibanga. Et cet acte-là rend l'acte du ministre de la Justice, rend l'ordonnance portant nomination de M. Sami, le rend caduque. Les effets de cette ordonnance ne s'appliquent plus. Autrement dit, au moment où nous parlons, M. Sami Badibanga ne peut pas se prévaloir de la qualité de Premier ministre. Mauvaise foi, voire règlement de compte, ainsi qualifie cette thèse Claude Machala, qui soutient plutôt le contraire. De la rénonciation à l'obtention de l'acte, il y a toujours un moratoire. Et il n'a même pas abusé de ces moratoires-là, comme ses autres collègues, là, Olivier Kamitato et compagnie, qui continuent à siéger à l'Assemblée nationale et au Sénat, tout en détenant les 2 nationalités. Et là, on ne s'apprend pas à lui, juste parce que le Premier ministre Badibanga gêne. Il gêne qui? Juste parce que M. Tshisekedi aimerait voir son fils, à qui il a eu à tout promettre, devenir aussi Premier ministre dans ce pays-ci. Et les enfants des autres deviendront quoi? Mais ici, il s'agit d'un règlement de compte. Que ceux qui veulent combattre M. Sami Badibanga sachent que c'est de la mauvaise foi. Au lendemain de sa nomination au poste du Premier ministre par le chef de l'État, Sami Badibanga a fait l'objet d'un débat sur sa nationalité belge qui l'empêche d'exercer les plus hautes fonctions de l'État. D'aucuns voyaient ces débats être clos aussitôt sa rénonciation, ce qui ne semble pas avoir été le cas à ce jour. Michel Eboma, nous avons suivi, nous prenons directement, en tout cas avant de parler de Tom, bon, commençons par Tom Pirello pour gagner un peu de temps, c'est l'ingérence, on y revient, ce dossier d'ingérence, on vous accuse d'ailleurs, vous du rassemblement, d'être ceux qui courent et qui dorment dans les chancelleries occidentales, Maître Eboma. Mais je crois que ceux qui pensent comme ça, apparemment ne maîtrisent pas les théories des relations internationales et le droit international public. Madame, le Congo n'évolue pas en vase clos. Nous sommes membres de la communauté internationale. Et les États sont les sujets du droit international. Entre les sujets, il y a une interaction, il y a des relations. Eh bien, le droit d'ingérence, que ça dit? Le droit d'ingérence est le fait qu'une nation étrangère peut s'occuper des affaires internes d'un État lorsque ces affaires concernent le droit humanitaire, le droit de l'homme, comme c'est le cas au Congo. Le droit de l'homme est un principe universel. Comment pouvez-vous imaginer, lorsque au Congo, on tue des gens, les manifestations, les gens sont tués, sont reprimés, voulez-vous que la communauté internationale puisse se taire parce que cette communauté a reçu mission de la paix et de la sécurité internationale. Elle doit s'occuper là où la paix internationale est violée. Voilà, madame, ça c'est la théorie des relations internationales. Ceux qui parlent de l'ingérence, je dirais qu'ils ne maîtrisent tout simplement pas la théorie des relations internationales et le droit international public. Monsieur Tom Pirello, lorsqu'il vient, eh bien, il vient dans le cadre d'une mission de son État qui est les États-Unis d'Amérique. Et vous savez quelles sont les relations que nous avons avec... Il y a aussi la loi de la réciprocité. Et moi, ma fille m'a posé la question, Jade Lofolu m'a posé la question, est-ce que maman, est-ce que nous allons aussi aux États-Unis pour faire ce genre de mission? Est-ce qu'on a un envoyé spécial aux États-Unis qui s'occupe un peu de problèmes des Américains? On en a? Je ne suis pas du pouvoir, mais vous posez là une très bonne question, mais qui, ma foi, est mal orientée. Cette question devait être posée à ceux qui sont aux affaires. Pour nous,
lorsque nous serons au pouvoir, nous savons ce que nous allons faire quant à ce qui concerne les relations bilatérales et multinationales. J'ai un juriste avec moi. J'y reviens un peu avec cette histoire des écoutes téléphoniques. Est-ce que c'est en violation de la loi? Les écoutes téléphoniques, normalement, c'est un délit, non? Même, on ne peut pas écouter quelqu'un comme ça sans son autorisation. Mais on a ouï dire que c'est le Snowden, hein, le lanceur d'alerte, qu'en tout cas, nos autorités sont écoutées par les Américains. Madame, il y a un principe de droit qui dit nul crimen sine lege. Il n'y a pas de crime sans loi. Pour que vous puissiez me parler de la violation d'une loi, il faut que cette loi-là existe et que la loi organise que telle... Cette loi existe d'écoute téléphonique, c'est un délit normalement. Non, madame. C'est une infraction d'écouter les gens sans leur avis ou sans leur autorisation. Avant de parler de la violation d'une loi, il faut d'abord présenter les faits et les qualifier et ensuite établir s'il y a eu violation ou pas. Quant à ce ne sont que des suppositions comme c'est Snowden? Ce ne sont que des supputations? En droit, les faits, n'est-ce pas, précèdent la qualification. Il faut qu'on nous présente les faits et que nous puissions éventuellement les qualifier si ces faits-là, n'est-ce pas, entrent en rébellion avec une norme juridique répressive, nationale ou internationale. Mais divaguer parce que la presse a annoncé des choses, je crois qu'un juriste sérieux n'entrerait pas dans ce chemin-là. Dans ce débat-là. Par rapport au renoncement de la nationalité belge, on vous a suivi, vous avez été catégorique. Donc la nomination de Samy Badibanga comme Premier ministre de la République démocratique du Congo est caduque. Expliquez un peu à cette population qui vous suit. Donc Madame, le Premier ministre nommé, Samy Badibanga, n'est pas normalement Premier ministre. Non, Monsieur Samy Badibanga n'est plus Premier ministre de la République n'est plus. En tout cas, français, il faut tenir compte des n'est plus Premier ministre. Pourquoi? Eh bien, en droit, il y a le principe de la caducité des actes juridiques. Monsieur Samy Badibanga, il a été nommé par ordonnance présidentielle. Eh bien, il y a eu des soupçons, il y a eu des rumeurs, des bruits, faisant état de sa nationalité belge. Mais lorsque le ministre de la Justice prend un arrêté portant recouvrement de la nationalité congolaise de M. Samy, eh bien, cet acte-là vient corroborer, vient cristalliser le fait qu'au moment de sa nomination, M. Samy Badibanga avait la nationalité belge. Et ces faits-là entrent en rébellion avec l'article 10 et 11 de la Constitution. Je préfère lire pour que nous puissions bien comprendre. Je suis dans l'article 10. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. Nous tombons dans l'article 11 qui dit « Tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. » Mais le moratoire ne fait pas partie de cette exception. Le moratoire, j'ai suivi le monsieur qui a parlé du moratoire. Madame, les termes juridiques sont consacrés. Lorsque un animateur culturel se permet de tailler bavette sur les termes du droit, je me pose la question, où va ce pays? Pour parler du moratoire, il faut savoir de quoi il s'agit. Le moratoire est défini dans le lexique des termes juridiques. Je veux vous lire ça. Je vous en prie. Le moratoire est le délai qui suspend les poursuites contre tous les débiteurs ou contre certaines catégories seulement et que la loi accorde lorsque les circonstances générales rendent difficile ou impossible le paiement des obligations. Le moratoire est un principe de droit civil des obligations. Vous avez une dette de 5 000 $ et qu'il y a la guerre. Vous êtes dans l'impossibilité de payer. Et là, vous bénéficiez d'un moratoire parce que les circonstances n'ont pas permis à ce que vous puissiez payer ça. Mais le moratoire sur la double nationalité, il y a ça n'existe pas. Non, ça, on a dit ça comme ça. Vous savez, ici, on prend tout à la légère. Le moratoire, en ce qui concerne la nationalité, n'existe pas. Mais c'est lui qui a été le speaker de l'Assemblée nationale à cette période-là, M. Vital Kamerhe, a bien accordé un moratoire de 3 mois, si je me souviens bien, à tous ceux qui détenaient cette double nationalité. Et d'ailleurs... la compétence en droit et d'attribution. M. Kamerhe, quelle compétence avait-il pour accorder un moratoire? Ce sont des faits
qui démontre que nous gérons ce pays dans la légèreté. Mais c'est un fait aussi. Le monsieur tout à l'heure l'a dit, c'est pas une question de jalousie, c'est pas une question de guerre sous la ceinture, parce que monsieur Samy Badibanga n'est pas le seul Congolais que je sache qui détient la double nationalité. L'Assemblée nationale, il y en a plein, dans les institutions, partout, il y en a plein. On se pose même la question si monsieur Boma n'a pas une nationalité cachée sous la veste. Alors pourquoi ça doit poser problème pour Samy Badibanga? Vous savez, madame, nous parlons sur des faits objectifs. Ceux qui parlent de la jalousie, ça c'est un peu bas. Nous parlons sur des faits objectifs. Je suis en train de vous lire les textes juridiques. Je vous dis que le fait que l'arrêté du ministre de la Justice vient confirmer le fait qu'au moment de la nomination de M. Samy, il avait une nationalité étrangère, cet arrêté-là rend l'ordonnance présidentielle nommant M. Samy caduque. Eh bien, mais il a été député, peut-être que Congolais lambda ne comprendra pas, mais Samy Badibanga a été député. Je suis en train de parler de l'ordonnance qui l'a nommé. La caducité est définie dans la doctrine juridique. La doctrine est une source de droit. La caducité est tout fait ou tout acte postérieur à un acte juridique qui rend l'acte inefficace, qui lui retire les effets de droit. L'acte qui a nommé M. Samy est une ordonnance présidentielle, quand bien même régulière, mais n'a plus d'effet par le fait de la caducité, parce que l'arrêté du ministre vient corroborer, vient confirmer que le monsieur que vous avez nommé n'avait pas la nationalité congolaise au moment de sa nomination. C'est le principe, madame. On essaie d'expliquer au Congolais lambda, c'est vrai. Oui. Donc, ceux qui détiennent la double nationalité congolaise peuvent être... C'est vraiment, permettez l'expression, un peu terre à terre pour qu'on essaie de comprendre. Ceux qui détiennent par exemple la double nationalité peuvent être députés, peuvent faire quel genre d'emploi en RDC? Sauf être Premier ministre, sauf être quoi quand on a la double Constitution. Parce qu'il a été député pendant longtemps. La Constitution est claire. Ils ne peuvent pas exercer des droits politiques. Comme le fait d'être député. Ils ne peuvent pas. Mais ils le sont. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de la triche alors. Ils le sont. Eh bien, madame, c'est la faiblesse de notre Parlement. À l'UDPS au Parlement, tous les étrangers seront invalidés, madame. Parce que nous sommes respectueux des textes. Je reviens, madame, par le principe de l'application des lois dans le temps et dans l'espace, et par le principe de la cristallisation des faits. Au moment de sa nomination, M. Samy avait une nationalité étrangère. Ce fait-là, confirmé par l'arrêté du ministre de la Justice, eh bien, rend l'ordonnance, le nommant Est-ce qu'on ne savait pas que Samy Badibanga était belge? Comment le service, je crois qu'avant que le président de la République puisse signer une ordonnance présidentielle, je crois que ces services travaillent en amont ou en aval, je ne sais pas l'expression, parce qu'on essaie de comprendre. Comment le service ne savait-il pas que Samy Badibanga était belge? On peut donner cette ordonnance au chef de l'État de les signer. Et maintenant, après, comment on travaille dans ce méli-mélo? Je crois que je ne suis pas dans les services de sécurité du pays. Je ne saurais vous répondre. Mais je dirais aussi que même nous à l'UDPS, il a été aligné sur la liste des candidats du parti. Nous ignorons à l'époque qu'il avait une nationalité étrangère. Parce que lorsque la liste des candidats du parti, n'est-ce pas, est arrivée au cabinet du président, j'étais conseiller juridique, eh bien, il a été signalé que tous avaient la nationalité congolaise. Voilà pourquoi le président a signé, n'est-ce pas, la liste portant, n'est-ce pas, candidature des membres du parti à l'élection aux législatives nationales. Ce n'est que lors de sa nomination que nous tous, nous apprenons qu'il avait une nationalité étrangère. Je crois que c'est vrai qu'on ne peut pas faire de la délation, mais il faut quand même de garde-fous à ceux qui détiennent cette double nationalité quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a aussi une certaine opinion qui pense qu'on doit changer un peu cette notion d'exclusivité de la nationalité congolaise. Elle est devenue aussi caduque peut-être vu l'évolution des choses. Pour vous, quelle est votre opinion? Doit-on ouvrir le champ aux binationaux? C'est ce qui est défini par la loi, la Constitution, l'article 10 et 11. Tout est modifiable, c'est pas la Bible, on peut modifier, non? Parce qu'il y a une procédure, autant de binationaux dans ce pays qui travaillent. Il y a une procédure, n'est-ce pas, pour modifier une loi. Eh bien, si le pays ou le Parlement veut faire ça, eh bien, on verra. Mais pour l'instant, Duralex, c'est de l'ex, nous appliquons la loi.
Voilà, madame. Samy Banga a-t-il été chassé de l'UDPS ou auto-exclu de l'UDPS? Nous y revenons parce qu'on a ouï dire que c'était... On l'avait chassé verbalement. Le terme chassé n'est pas approprié. Il a été quoi, révoqué? Mais seulement en date qu'on ne puisse pas me prêter des intentions de nature à avoir de l'antipathie vis-à-vis de lui, mais par devoir de mémoire. Pour l'histoire, nous devons dire la vérité. Madame, en date du 10 avril 2012, puisqu'on nous a dit que nous n'avons pas la culture, il y a une déclaration de l'écrit. Il y a une déclaration portant auto-exclusion. Donc, déclaration portant constat d'auto-exclusion des membres de l'UDPS déclarés élus députés nationaux par la CENI et siégeant. Donc, tout ça... Le troisième nom. Tous ces gens ici ont été exclus de l'UDPS. Il y en a en tout cas 34. Hein. Ah oui. 34. Voilà donc M. Samy Badi Banga. Troisième nom. Kinshasa 3, Moamba a été exclu. Ou c'était auto-exclu de... Voilà, donc, mais je crois que le secrétaire général de mon parti, lors de sa conférence de presse, a fait état de tous ces documents, notamment la décision du 7 mai 2011 portant, la décision, n'est-ce pas, du 21 juin 2012 portant déchéance du conseiller spécial du président de la République. Il s'agit de M. Samy. Article 1er, est déchu de ses fonctions de conseiller spécial du président du parti, M. Samy Badi Banga. Fait à Kinshasa le 21 juin 2010, Etienne Tshisekedi Wamulumba, président. Mais il a été nommé Premier ministre comme étant de l'UDPS. Mais non, il a été nommé parce que, ayant participé, n'est-ce pas, au dialogue, tout simplement, aux assises de la cité de l'OUA, laquelle cité est voisine au Kantchach. Tout simplement. Voilà. Donc... Et puis, madame, c'est vrai que c'est... Soyons sérieux. En juillet-août 2011, M. Samy Badi Banga a créé son parti. Il a même signé la liste des candidats de son parti comme candidat député provincial. Les faits sont clairs. Les faits se sont cristallisés. Donc, il ne peut pas être à la fois président de son parti et membre de l'UDPS. D'autant plus que nous, à l'UDPS, vous savez que l'honorable Samy, c'est un frère pour moi, un grand frère, un aîné, mais par devoir de mémoire. Même si lui, il était à ma place comme conseiller juridique, pour l'histoire et pour la vérité, nous devons faire état de ces choses, pour, n'est-ce pas, extirper la confusion entretenue de manière dolosive par la majorité en place. Il y a quand même, maître Michel Eboma, une certaine opinion qui pense que M. Samy Badi Banga, en tout cas, permettez l'expression, nous sillonnons les nets, nous avons la vie des uns des autres, on pense qu'il a été pistonné par Etienne Tshisekedi en lieu et place, comme l'a dit ce monsieur, de Félix Tshisekedi, parce que là, ça aurait été trop flagrant de mettre son fils. Est-ce que c'est vraiment vrai? Permettez-moi de libérer un sourire. Non, lui-même, M. Samy, il sait que le président du parti ne peut pas le faire. Non, il ne faut pas inventer des choses. Vous pensez que les députés élus sur la liste du parti, ce sont nos frères, nos amis, nous les connaissons. Nous ne sommes pas des ennemis. On se voit, on parle, on discute. Vous pensez que M. Rémi Massamba est moins proche de M. Félix Tshisekedi que le serait M. Samy? Je vous dirai, madame, M. Rémi est plus proche de Félix que M. Samy. Je suis dans la boîte, je connais. Donc, qu'on ne puisse pas nous raconter des histoires. Au fait, ceux qui entretiennent ce bruit-là, ce sont ceux, justement, qui ont été déçus de la nomination de Samy parce que, se croyant déjà, n'est-ce pas, avec le costume de Premier ministre. Voilà pourquoi, étant choqués, eh bien, ils ont versé dans des propos qui ne ressemblent pas à la vérité. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, point de presse de la CENI par rapport au calendrier électoral. Les élections se tiendront bel et bien en République démocratique du Congo. La date, ça reste encore à choisir et à le situer. La situation de l'enfant dans l'est de la République démocratique du Congo, nous n'en parlons pas souvent. Eh bien, nous vous le proposons dans ce condensé. Tous s'attendaient à la publication du calendrier électoral, mais ils auront droit à une autre annonce de la part du président de la CENI. Ce calendrier est techniquement prêt au regard
regard des repères donnés par l'accord politique du dialogue. Cependant, la CENI, dans ses compétences, et conformément à l'article 25.12 de la loi organique, commence ces jours les consultations avec les parties prenantes pour requérir les derniers avis et considérations des uns et des autres avant sa publication dans les jours qui viennent. Une consultation pendant que le chef de l'État vient de donner un quitus aux évêques afin qu'ils poursuivent avec leur mission de bons offices. Y a-t-il un lien entre les deux démarches? Aujourd'hui, tout ce qui est bons offices ou tout ce qui est consultation par qui que ce soit est vraiment les bienvenus pour la suite. Toute activité qui permettrait qu'on élargisse le champ d'adhésion à intercalarié est vraiment les bienvenus. Du budget des élections, la centrale électorale assure avoir rempli sa part en déposant au gouvernement sa proposition comme convenu dans l'accord du 18 octobre dernier. Il était évalué à plus ou moins 1,8 milliard pour prendre en charge l'ensemble du processus électoral prévu par les cadres légaux congolais. Sur ce point, justement, il faut dire qu'un travail est en cours entre la CENI et le gouvernement pour essayer de voir les techniquement faisables, c'est-à-dire les possibilités de réduction substantielle de ces budgets au regard des difficultés financières que connaît le pays. Pendant ce temps, Corneille Nangaa annonce le début effectif de l'enrôlement des électeurs dans 12 prochaines provinces entre le 10 et le 15 décembre prochain. Estimation pour les seuls mois de juillet, août et septembre 2016. À en croire Florence Marchal, les enfants continuent à être les principales victimes des conflits armés en République démocratique du Congo. Selon la documentation de la section protection de l'enfant de la MONUSCO et ses partenaires, au mois de novembre, il y a eu plus ou moins 154 violations graves de droits de l'enfant. Ceci comprend notamment la séparation des 49 garçons et des 6 filles de groupes armés, a-t-elle précisé. La section protection a également souligné que la grande majorité de ces enfants ont été recrutés en 2016, alors que 2 d'entre eux étaient associés à des groupes armés depuis 2013. La documentation de la section protection de l'enfant de la MONUSCO a aussi révélé que 14 filles ont également été victimes des viols ou de violences sexuelles par les parties au conflit. À noter que 4 de ces violences ont été perpétrées par des groupes armés et 10 par des agents de l'État, dont la plus jeune des victimes de violences sexuelles avait 3 ans. L'occasion était propice pour la coordonnatrice du groupe de communication de l'ONU d'annoncer la tenue dans le tout prochain jour d'un séminaire en faveur de l'enfant. Ce séminaire a pour objectif de contribuer à la réduction de l'impunité des crimes par la mise en place d'une action judiciaire plus adaptée et tenant compte de l'échelle des crimes et des ressources disponibles. La section protection de l'enfant a également documenté les cas de 58 enfants tués ou blessés en raison de la violence liée au conflit. Le meurtre et la mutilation d'enfants sont non seulement la violation la plus documentée au mois de novembre, mais de plus, il s'agit de l'une des premières fois qu'un si grand nombre de meurtres et de mutilations d'enfants est enregistré, a soutenu la section protection de l'enfant de la MONUSCO. Maître Eboma, le point de presse de la CENI par rapport au calendrier électoral, si le calendrier est consensuel et que vous arrivez à trouver un compromis sur que l'UDPS participera cette fois-ci sans encombre aux élections. Mais je crois que le président de la CENI doit apprendre à nous prendre au sérieux. Donc la CENI, la composition de la CENI fait partie, n'est-ce pas, des points à traiter dans le dialogue qui est déjà ouvert. Donc, je crois qu'il devrait se garder de faire ce genre de déclaration. Parce que le bureau de la CENI, la structure, la composition des membres de ce bureau, pour nous, donc l'UDPS, nous disons que
La composition du bureau de la CENI est un navire battant pavillon PPRD. Il faut que cette CENI... On doit changer le bureau de la CENI. Ça ne fait pas partie de nos préalables, mais c'est l'un des points à traiter. La restructuration de la CENI. Parce que cela ne va pas retarder les choses aussi, parce que la notion du temps, ça ne va pas retarder les choses. La CENI est en principe, est un organe technique. Donc ce sont les techniciens, au fait, qui sont là pour organiser la tenue de bonnes élections. Le bureau n'est que l'organe d'orientation. Donc on ne peut pas aller à des élections libres, transparentes et démocratiques avec la composition actuelle de la CENI. Soyons sérieux, nous savons que la CENI bat, son cœur bat d'un seul côté qui est la majorité en place. Des allégations de supputation. Je peux vous en faire la démonstration. Je vous ai dit, madame, que la CENI a perçu en termes de millions les frais de caution. Ces frais-là. Qu'est-ce que la CENI... C'est non remboursable, c'est bien écrit. Les faits sont non remboursables lorsque l'élection a eu lieu. L'élection n'a pas eu lieu. La CENI doit nous justifier la destination de cette bagatelle somme qu'elle a perçue. Voilà, c'est pourquoi nous disons que la CENI fait partie, n'est-ce pas, d'un des points autour duquel nous allons discuter au dialogue de la CENI. À l'UDPS, si les élections se tiennent, et les candidats par excellence, pour vous, il sera toujours candidat à la présidentielle? Comme nous sommes encore régis, il y aura un congrès ou des primaires comme nous sommes encore régis par les résolutions du congrès du décembre 2010, eh bien, nous avons levé l'option que notre candidat présidentiel, jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Voilà. Vous ne tenez pas un peu compte de son âge, il a beaucoup travaillé, est-ce que vous ne pouvez pas le laisser être peut-être un sage qui vous donne pas des leçons, mais être héros dans l'ombre? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de... Vous savez, madame, le Congo... ne peut pas se reposer après 40 ans de lutte. Le Congo devrait être fier d'avoir un homme politique de la trempe de M. Exactement, vous ne pouvez pas le laisser se reposer. Je vais vous dire une chose, madame, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans la faculté de droit, le cours d'histoire politique d'Afrique noire, M. Etienne Tshisekedi est étudié comme le père de la démocratie au Zaïre, au Congo. C'est étudié, c'est une fierté pour ce pays. On n'en disconvient pas, est-ce que vous tenez compte aussi de son âge? Nous tenons compte de son âge, de sa sagesse, de son expérience et de sa constante, de l'image qu'il porte pour ce pays. Nous voulons encore, franchement, donc l'utiliser. Je sais que, oui, il a pris de l'âge, mais il est encore fort. Je discute souvent avec lui. Il est encore fort. Par rapport aux enfants, requinqué d'ailleurs. Oui, on sait qu'il marche beaucoup. On sait, voilà. Il y a des images. Il est encore debout. Voilà. Par rapport à Mugabe, ils sont tous des vieux sages en Afrique, comme Bourguiba. Donc, situation de l'enfant dans l'Est de la RDC, une image assez catastrophique aussi, hein, des femmes, des enfants à l'Est de la RDC. Madame... Ce sont des clichés, selon vous? Non. Vous savez, le ministre actuel de la Santé, je ne sais pas, il s'appelle comment? En 2014, ils ont tenu une conférence sur la mortalité infantile au Congo. Eh bien, le Congo a le taux le plus élevé de la mortalité infantile dans le monde. Nous avons le taux, je vous l'ai dit, de scolarisation le plus bas dans le monde. La jeunesse, l'enfance est laissée à elle-même. Avez-vous vu nos maternités? Dans quelles conditions les femmes accouchent? Eh bien, c'est une réalité. Le pays a été mal géré, surtout le régime actuel. En ce qui concerne le social, l'échec est patent. Mais c'est une des priorités, parmi les priorités de Sami Badibanga, hein, les élections et le social. Madame, Sami trouve un budget de 4 milliards. C'est une honte pour la République démocratique du Congo. Encore faut-il qu'il exerce. Parce que, je venais de vous dire, l'ordonnance le nommant est caduque, n'a plus d'effet. Autrement dit, M. Sami Badibanga n'est plus Premier ministre. Même si sa nomination a fait des malheurs à certains hommes politiques, c'est la vie. Mais j'ai appris, parce que ma grand-mère
me disait, je veux le dire votre grand-mère aussi en lingala, vous parle souvent. Je veux le dire en lingala, elle disait, je ne comprenais pas. Elle disait, makaku likola nzete, balambela kayedo musakate, sokina nukangi ete. Donc voilà. À vous de comprendre ce message. En tout cas, merci à nos grands-mères, hein, parce que nos grands-mères à nous, et en tout cas, merci à elles. Nous allons terminer par le 60e anniversaire de MPLA. Nous sommes là en Angola. L'Angola est un des pays frontaliers, de pays amis de la République démocratique du Congo. Et nous allons terminer par le lancement de la campagne d'assainissement de la ville-province de Kinshasa par le numéro 1 de la ville, André Kimbuta. 60 ans depuis que le MPLA, parti au pouvoir en Angola, a été créé. Ce 60e anniversaire du MPLA rappelle bien le rôle que ce parti a joué dans l'indépendance de l'Angola. Eduardo dos Santos, président de l'Angola, mais aussi du MPLA, devrait laisser la direction du parti à João Lourenço, qui était jusque-là son vice-président. Dans son discours à l'occasion du 60e anniversaire du MPLA, João Lourenço a dit que l'indépendance de l'Angola a été conquise avec beaucoup de sacrifices. Nous ne regrettons pas d'avoir consenti ce sacrifice, d'avoir sorti les armes et versé du sang, parce qu'il n'y avait pas un autre bien que les Angolais espéraient, sinon l'indépendance. Seulement, le vice-président du MPLA a ajouté qu'un peuple libre est heureux, un peuple soumis n'est pas heureux. Le mouvement populaire de libération de l'Angola célèbre ses 60 ans d'existence à un moment particulier où le président angolais, au pouvoir depuis 40 ans, a décidé de ne plus se représenter aux élections de 2018. C'est son vice-président au parti, João Lourenço, actuellement ministre de la Défense, 62 ans, qui pourrait lui succéder à la tête du pays. André Kimbuta sur tous les fronts s'agissant de redorer l'image de sa ville. Ainsi, face à l'insalubrité qui bat son plein à Kinshasa, sur fond des débordements sans précédent des décharges de transit, le gouverneur de la ville vient de lancer une campagne d'assainissement. Nous avons constaté que l'insalubrité montait dans la ville de Kinshasa. C'est pourquoi l'exécutif provincial s'est investi à trouver quelques moyens pour acheter des équipements afin de relancer l'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous avez vu l'acquisition de 6 grands camions, de matériaux, la prise en charge totale des 60 stations et la prise en charge également de grands carrefours de la ville. Les jeunes seront également impliqués dans la réussite de cette opération. Le deuxième objectif de cette opération, c'est donner tant soit peu de l'emploi aux jeunes Kinois qui traînent dans la rue pour rien. Nous n'avons pas grand-chose, vous avez suivi. On dit on va mettre à leur disposition chaque jour 3 000 francs. C'est pour qu'ils s'occupent de la propriété de la ville au lieu de chercher à faire du vandalisme ou poser des actes ainsi. La gestion des immondices relève de la régie d'assainissement des travaux publics de Kinshasa et c'est à elle que revient donc la gestion des stations de transit des immondices. Seuls les agents de la RATPK ont donc le pouvoir de collecter les frais des dépôts des déchets fixés à 1 000 francs pour une pousse-pousse et 100 francs pour les ordures collectées à domicile. Mais au-delà de tout, l'exécutif de Kinshasa en appelle à l'implication de chaque Kinois pour revêtir Kinshasa de sa plus belle robe. Michel, en tout cas, attendez, Michel Eboma, voilà, en tout cas, je crois qu'à l'époque de nos grands-mères, la ville de Kinshasa n'était pas aussi insalubre. La mienne, Agnès Ndombe, m'a porté vers les années 70. Quand je vois les images de Kinshasa dans les années 70, avec les images de Kinshasa aujourd'hui, c'est vraiment comme s'il y avait vraiment la fin du monde. Hein. Vous savez, madame, la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, nous sommes la ville la plus sale du monde. Moi, je me demande comment le gouverneur vit, comment se sent-il dans sa peau. Vous savez qu'il a été dit que la ville de Kinshasa
est débitrice de plus de 50 millions de dollars dans les banques. Donc la ville est mal gérée. Comment peut-on laisser la ville, la gestion de la ville à ce gouvernement? Mais la gestion des poubelles, c'est toute une science. Hein? La Constitution a réservé la salubrité et l'hygiène dans les compétences des gouvernements provinciaux. Pour la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial de Kinshasa est incapable de gérer les immondices de la ville. Ils sont incompétents. Mais comme au Congo, cette gestion, ça revient à le ridicule. Vous vous rappelez de la guéguerre primature au Thébéville? Non, c'est la compétence du gouverneur de la ville de Kinshasa. Il ne peut pas se dérober. On a l'impression que sans l'aide des Occidentaux, on ne parvient pas à gérer les immondices. Malheureusement, le constat est vrai, mais c'est la même majorité qui crie à l'ingérence de la communauté internationale. Voilà que l'Union européenne s'est retirée. Vous voyez dans quel état se trouve la ville. Mais ces gens-là, les gestionnaires de la ville, peuvent être poursuivis. Parce que la Constitution dit que le droit à un environnement sain est un droit fondamental. Lorsque le gouvernement provincial est incapable d'accomplir cela, ils doivent de mentalité. Michel Eboma, vous sillonnez le monde, mais quand un Congolais est par exemple à Paris, il n'a pas les mêmes réflexes qu'il a ici à Kinshasa. Un Congolais à Paris ne jettera pas le papier de son chewing-gum dans la rue, mais ici il le fait allègrement. Pourquoi nous avons deux genres de comportement quand nous sommes à l'extérieur et quand nous sommes à Kinshasa. On ne peut pas responsabiliser les Kinois sur l'état de la ville. Il y a, n'est-ce pas, les gestionnaires. C'est à eux, n'est-ce pas, de faire respecter les normes élémentaires d'hygiène. Pratiquement, vraiment nous discutons. Est-ce que Michel Eboma peut prendre son papier mouchoir quand il s'est essuyé le visage et de le jeter dans la rue? Je ne le ferai pas. Exactement, mais c'est ça la conception. Mais vous savez que dans la ville de Kinshasa, les poubelles publiques n'existent pas. Comment les personnes qui ont utilisé les objets peuvent-elles s'en débarrasser pendant que la ville n'a rien prévu? Ceci démontre que notre ville est mal gérée. Moi, je ne peux pas passer mon temps. Vous ne condamnez pas le comportement des Je ne peux pas passer mon temps à discuter sur la gestion de la majorité en place. Parce que le résultat est connu, ils ont échoué sur toute la ligne, madame. Vous savez que le budget de la RDC est l'un des budgets le plus bas dans le monde. Ce budget-là... un pays post-conflit, nous allons déjà aller à l'Angola. L'Angola aussi est un pays post-conflit. Il ne faut pas dire ça parce que Luzolo Bambi a dit à qui voulait l'entendre que chaque année, le Congo perd 15 milliards de dollars par le détournement et l'évasion fiscale. Albert Youma, le président de la FEC, nous dit, avec les entreprises qui existent au Congo, le budget peut être au moins de 10 milliards. Le professeur Moukoko Samba a tenu un séminaire. Il conclut par dire le coulage des recettes publiques. Ça ne vient pas de nous. Ce sont des gens qui sont du pouvoir qui disent ça. Donc, qu'on ne puisse pas nous raconter des histoires. Ce groupe d'individus ont largement échoué. Eh bien, le temps est arrivé pour qu'ils passent donc la main. Mais ils doivent partir par des voies démocratiques, par des élections et non par le haut-toi que je m'y mette. Le dialogue de pas les passages obligés pour que Voilà pourquoi nous appelons de tout neveu à la tenue des élections le plus tôt que possible. Et puis, madame, l'UDPS ne lutte pas pour des postes ministériels. Soyons sérieux. On nous a proposé plusieurs postes en 2012, en 2013. Je peux citer des noms ici. On nous a proposé ça. Lorsque nous sommes allés à Ibiza, à Venise, le pouvoir en place nous a proposé, le gouvernement, la primature et la moitié des postes ministériels. On a refusé. Vous êtes sûr que vous avez refusé? Oui, madame. Catégoriquement. Par rapport à l'Angola, à quelques poussières de secondes, comment expliquez-vous l'émergence un peu de l'Angola par rapport... Et pourtant, c'est un pays post-conflit comme la RDC. Comment... Pour l'UDPS, vous verrez, dans tous les pays du monde qui sont passés par des crises graves, le premier chantier, c'est l'instauration d'un état de droit par le redressement du pouvoir judiciaire. Sans la justice, vous ne pouvez En Angola, rien il y a la justice fonctionne. Eh bien, madame, vous y allez
vous verrez que malgré ce qu'on peut dire, mais il y a une justice qui fonctionne. Ce qui n'est pas le cas ici, chez nous. Vous savez que le ministre actuel de la Justice, lors des travaux, des étages de... Ils ont appelé ça les travaux, ils ont appelé ça les états généraux de la justice. Dans son discours, il dit ceci. La justice congolaise est rangée par 7 mots. Il les cite. L'incurie, la corruption, la perfidie, le clientélisme, l'incompétence. Il en a cité 7. Et le président actuel a dit la justice au Congo est une denrée rare. Au discours. Mais ces mots-là, ça veut tout dire. Voilà pourquoi l'UDPS, madame, croyez-moi, au pouvoir, vous serez fiers de ce... Nous aurons une justice sérieuse. Comme vous le savez, vraiment, nous sommes vraiment à la fin. Le président angolais, Eduardo dos Santos, ne se représentera pas en 2018 ou 2017 par rapport aux élections. Et ça, c'est la phrase clé que vous aimeriez entendre du président Kabila. Je ne me représenterai pas pour un 3e mandat. Nous, cette phrase ne nous intéresse pas beaucoup. Nous nous fions à ce que la Constitution dit. Il est arrivé à son 2e et dernier mandat qui expire le 19. Eh bien, nous exhortons à tous les hommes politiques d'être constants et de savoir partir. Vous savez, madame, à l'issue du dialogue, du forum qu'ils ont appelé abusivement dialogue à la cité de l'OUA, il y a certains hommes politiques qui sont allés déposer leur CV. Ils ont déposé ça quelque part. Ils sont allés les retirer pour aller les déposer encore à un autre endroit. Et ils ont encore retiré et ils s'apprêtent à les déposer à la Senco. Et la Senco a refusé. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on fait la politique, il faut être constant. On fait la politique sur des valeurs. Il faut savoir partir. La Bible, je termine par là. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour arriver, il y a un temps pour partir. Il y a un temps pour commencer, il y a un temps pour finir. Voilà, mesdames et messieurs, merci à Michel Eboma Ablavi d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique, Jacques Piana et Alain Bolikango. Merci à vous, mes chers téléspectateurs et téléspectatrices fidèles d'Info 7. Et encore bonne suite de programmes sur Congo Web Télévision. Et bon début de semaine à tous les journalistes, spécialement les journalistes en action. RDV Prix, dimanche prochain, Inch'Allah.